Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais t'expliquer tout ce que tu dois savoir sur les notions pour le bac de philo. L'objectif est d'avoir 20 sur 20, donc on va voir ensemble tout le contenu théorique que tu dois maîtriser pour t'assurer la meilleure note possible aussi bien à l'explication de texte qu'à la dissertation. Alors c'est parti, on va commencer tout de suite par la conscience. Ce mot vient du latin cum scientia, ce qui signifie avec science. Et cela désigne le fait d'appréhender ce qui se passe à l'intérieur de soi, de la simple connaissance de notre existence, à la capacité à émettre des jugements moraux. La conscience renvoie à plusieurs éléments. Avoir bonne conscience quand nous agissons bien, agir consciencieusement quand nous agissons avec soin et attention, prendre conscience de quelque chose lorsque nous faisons preuve de lucidité, perdre conscience lorsque l'on s'évanouit, etc. De multiples sous-entendus donc que tu pourras questionner dans tes copies. Alors tout d'abord, il existe 3 niveaux de conscience. On a la conscience préréflexive, qui est la forme élémentaire de conscience, on sait qu'on est en vie. On a la conscience réflexive, qui consiste à savoir que nous sommes nous-mêmes. Je dis je, et quand je le dis, je sais que je parle de moi, que je me désigne moi. Et enfin, nous avons la conscience morale, que Kant appelle le tribunal intérieur, puisque celui qui en est doté est capable de juger de la valeur morale de ses actes et de ses pensées. Est-ce que ce que je fais, c'est juste ou ce n'est pas juste? Pour Kant, atteindre tous les niveaux de conscience n'est pas immédiat. Au début, l'enfant n'a pas conscience de lui-même. Il n'a pas conscience de penser. Il a simplement conscience d'être vivant. Il ne sait pas exprimer ce qu'il ressent, ni ne sait se désigner à la première personne. Il va pleurer pour exprimer des besoins qu'il ne va pas réussir à formuler. C'est sa conscience préréflexive. Il est conscient d'être vivant et de ressentir une émotion négative, la faim, la soif, qui déclenche ses cris. Puis, quelques années plus tard, l'enfant va apprendre à dire je pour parler de lui. Au début, il se désigne en s'appelant par son prénom. Tom veut manger, au lieu de je veux manger. Et cela montre qu'il a atteint le niveau de conscience réflexive. Il se pense et sait qu'il est lui-même. Enfin, quand il sera capable de juger du bien fondé d'une action, il aura atteint le dernier stade, c'est-à-dire la conscience morale. Toujours pour Kant, parce qu'il sait qu'il est lui-même, qu'il sait que c'est lui qui pense ce qu'il pense, qui dit je pour se désigner, en un mot, parce qu'il possède la conscience, il est supérieur aux autres vivants qui ne possèdent pas la raison et l'intelligence. L'homme serait donc un individu qui dépasserait les animaux. Blaise Pascal, dans ses pensées, met en avant que grâce à sa conscience, l'homme réfléchit. Pour lui, l'homme est un roseau pensant, parce que son corps est certes fragile, mais son esprit le distingue des autres vivants. C'est sa conscience qui fait sa supériorité sur les autres éléments du monde. Descartes avance la seule certitude concernant la nature de l'homme, qui est la suivante: il est une conscience, parce que la pensée est le seul attribut qui détermine l'homme, sans que celui-ci ne puisse la remettre en question. En effet, Descartes met en valeur l'argument du rêve. Peut-être que je rêve que je suis un homme, et que j'ai un corps, mais qu'en réalité, je n'en suis pas un. En revanche, même si je rêve, je ne peux pas douter de l'existence de ma pensée, donc de l'existence de ma conscience. Pour Hobbes, la démonstration de Descartes a des limites. En effet, je pense, et cela prouve que penser, donc posséder une conscience, est une caractéristique de l'homme, puisque si je pense, eh bien nécessairement j'existe. Mais cela ne prouve pas que je ne suis qu'un esprit. Ce n'est pas parce que j'ai une conscience que je ne suis qu'une conscience. Être conscient, c'est aussi être un corps, puisqu'il y a un lien entre conscience et cerveau. Donc, sans corps, pas de conscience. D'autres situations problématiques apparaissent et montrent que la conscience ne peut pas définir l'homme. Quand on dort, quand on rêve, on n'est pas conscient de dormir, ni que notre rêve n'est pas la réalité. Cela ne veut pas dire que nous ne sommes plus humains durant notre sommeil. Quand on perd connaissance, quand on est dans le coma, quand on prend de l'âge et qu'on a de moins en moins conscience de nos gestes, cela ne veut pas dire que notre humanité diminue pour autant. La conscience est donc une caractéristique des êtres vivants, et chaque être vivant possède une forme de conscience plus ou moins aboutie qui détermine son espèce. Donc, parce que l'homme possède une conscience, il est en mesure de s'appréhender, de se connaître, de comprendre ce qui se passe en lui et ce qui l'agite. Mais c'est une capacité qui est tout de même limitée, d'où le fameux connais-toi toi-même de Socrate. Parce que l'homme possède la conscience, il doit effectuer un voyage intérieur, une introspection,
afin de déterminer qui il est véritablement, sans se laisser duper par ses désirs, ses illusions. Il ne doit pas penser qu'il sait tout et doit prendre conscience de son ignorance et de ses lacunes, afin d'accéder au savoir et de ne pas se laisser berner par des croyances qui seraient irrationnelles. C'est ce que souligne Spinoza, pour qui le désir empêche l'homme de savoir qui il est véritablement. Les hommes se trompent en ce qu'ils se pensent libres, opinion qui consiste seulement en ceci, qu'ils sont conscients de leurs actions et ignorants des causes qui les déterminent. Donc parce que nous sommes conscients de ce que nous faisons, nous pensons que nous sommes libres grâce à notre conscience. Mais c'est un leurre, c'est une erreur, parce que nous savons comment nous agissons, mais pas pourquoi nous agissons. Notre conscience a donc des failles et ne témoigne pas d'une parfaite et totale connaissance de nous. Spinoza va comparer la liberté de l'homme à celle d'une pierre. La pierre bouge, mais sans le décider. Si elle tombe, si elle roule, c'est à cause de forces extérieures qui créent ces mouvements, même si elle pense être maîtresse de ces mouvements. L'homme, eh bien c'est pareil. Il va agir et vouloir en pensant le faire par pure volonté, alors qu'en réalité, il est déterminé par des causes qui le dépassent. La seule liberté possible pour lui est d'identifier ces causes qui le déterminent et d'être en accord avec elles. Enfin, se connaître passe aussi paradoxalement par l'extérieur. Je ne peux approfondir une quelconque connaissance de moi sans point de vue externe sur moi. C'est ce que met en valeur Sartre. Pour bien me connaître, j'ai besoin des autres, qui sont les nécessaires médiateurs entre moi, et qui me permettent de corriger mes mauvaises interprétations de moi-même. C'est par le retour d'autrui que je me connais. Il agit comme un miroir, il me renvoie mon image. Par exemple, si je pense être une personne chaleureuse et agréable, et que je ne comprends pas pourquoi personne ne vient me parler, mes amis m'annonceront peut-être que c'est parce que j'ai le visage fermé, et parce que je regarde les autres avec méchanceté. Et si personne ne me le dit, eh bien je ne pouvais pas m'en rendre compte, ma connaissance de moi était donc erronée sans l'analyse de mes amis. Nous allons maintenant passer à l'inconscient. Alors il faut tout d'abord distinguer l'inconscient de l'inconscient. Un individu inconscient, c'est celui qui est irresponsable, qui agit de manière dangereuse ou sans se soucier des conséquences, par perte de contrôle de lui-même ou par immaturité. C'est aussi celui qui a perdu conscience parce qu'il est dans le coma par exemple. L'inconscient en revanche, c'est la partie de nous qui refoule nos émotions, qui nous fait faire certains choix plutôt que d'autres de manière en apparence inexpliquée, puisque les justifications sont refoulées. Freud va effectuer un classement des différentes formes de conscience. Alors tout d'abord, nous avons le conscient, qui permet à l'individu d'être conscient de ses actes et d'avoir connaissance de ceux-ci, ainsi que des causes qui le déterminent. Nous avons le préconscient, qui sont les souvenirs refoulés, mais qui peuvent revenir à la mémoire de l'individu, et l'inconscient, qui est une forme de censure de l'esprit, qui refoule un souvenir, un traumatisme, pour permettre à l'individu de rester équilibré. Dans sa lettre à Chanu, Descartes nous invite à réfléchir sur l'origine de nos sentiments. En effet, à partir d'une expérience personnelle, il incite le lecteur à se demander ce qui génère chez lui de l'attirance pour une personne plutôt que pour une autre. Il explique avoir été attiré, étant petit, par une petite fille qui louchait. Et par la suite, il a toujours éprouvé quelques sentiments à l'égard de femmes partageant la même caractéristique. Il s'est rendu compte plus tard que c'était parce qu'il avait associé ce trait physique au sentiment amoureux, justification que son inconscient lui cachait jusqu'alors, et qui l'empêchait de comprendre son attirance. Cette attirance s'arrête net dès qu'il comprend enfin les raisons qui la justifient, parce que loucher est perçu comme un défaut par la société. Ainsi, l'existence de l'inconscient remet en question la compréhension que nous avons de nos actes. Pour Freud, c'est le désir qui est au centre de notre personnalité, et l'inconscient permet de le limiter et de le censurer. En effet, l'esprit se scinderait en 3 éléments. Le ça, qui sont les pulsions inconscientes voulant être satisfaites immédiatement à l'origine de nos désirs. Le surmoi, les règles morales intériorisées par l'individu pour qu'il puisse vivre en société. Et le moi, c'est la manière dont l'individu apparaît au monde. Le moi va maîtriser le ça. L'individu n'aurait accès qu'à ses désirs socialement et moralement acceptables. Les autres désirs seraient refoulés. Cela signifie que l'inconscient empêche l'individu de se connaître.
En effet, il ne connaît pas tous ses désirs puisque le surmoi et le moi vont les censurer. La conscience n'est qu'un instrument de l'inconscient, souligne Nietzsche. En effet, pour lui, la conscience est un organe défectueux parce qu'elle est faillible. Elle peut induire en erreur. C'est l'inconscient qui a une part plus grande en nous. En effet, ce sont les pulsions inconscientes qui vont nous gouverner et qui vont également déterminer nos actions. Dès le début du XVIIIe siècle, c'est Leibniz qui a perçu la présence de l'inconscient en nous. D'après lui, notre cerveau peut percevoir une quantité immense d'informations, mais il effectue un tri et ne les rend pas toutes conscientes. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas conscience de percevoir quelque chose que nous ne le percevons pas. Ces perceptions inconscientes sont appelées par Leibniz les petites perceptions. Ce sont les informations perçues par le cerveau de manière non consciente. Par exemple, si tu parles à quelqu'un dans un lieu où il y a du bruit, tu ne percevras pas distinctement les conversations des autres personnes et tu resteras focalisé sur ta propre discussion avec ton interlocuteur. Mais ton cerveau écoute tout de même les paroles prononcées par les autres, il les perçoit, mais choisit de ne pas les rendre conscientes. C'est pour cela que tu parviens à te concentrer sur ton dialogue sans entendre distinctement les mots prononcés par d'autres autour de toi. Donc, autrement dit, tu ne perçois qu'un brouhaha indistinct, mais ton cerveau, lui, au contraire, entend distinctement chaque mot. L'inconscient peut aussi se manifester physiquement. Autrement dit, nous pouvons avoir un certain accès à notre inconscient si nous réussissons à l'interpréter. D'après Freud, lorsque nous commettons des lapsus ou des actes manqués, ce n'est pas accidentel, mais une manifestation des désirs du ça, réfréné par le surmoi. Par exemple, si nous disons au revoir au lieu de bonjour en nous rendant quelque part, Freud dirait que c'est notre inconscient qui se manifeste en montrant que nous avons envie de partir de cet endroit. Autre exemple, dans ses 5 leçons de psychanalyse, Freud partage ses entrevues avec Elisabeth, une jeune femme souffrante. Ses douleurs n'ont pas une origine médicale mais psychologique. Sa souffrance morale est devenue une souffrance physique. En effet, son inconscient a refoulé la passion amoureuse qu'elle ressent pour le mari de sa sœur, parce que c'est immoral, et cela a entraîné des conséquences physiques. Pour rétablir l'équilibre entre les différentes instances psychiques qui la composent, donc le ça, le moi, le surmoi, Freud lui explique qu'elle n'est pas responsable de son désir puisqu'elle ne peut pas contrôler ses sentiments, et que sa réaction, de ne pas céder à sa passion, fait d'elle une personne morale. C'est en révélant ces conflits internes à l'inconscient d'Elisabeth que Freud rétablit l'équilibre psychique nécessaire à la disparition de ses symptômes. En d'autres termes, les manifestations de l'inconscient peuvent être physiques, et pour y remédier, ce n'est pas le corps qu'il faut soigner, mais bel et bien l'âme. Pour Sartre, l'inconscient est une fausse excuse, une preuve de mauvaise foi, parce que l'individu ment à lui-même pour dissimuler ses désirs. L'homme est fondamentalement libre, il est le seul à choisir ce qu'il fait de lui et de sa vie. Ce n'est pas son inconscient qui déterminerait ses désirs, puisqu'avancer cette idée reviendrait à nuancer la responsabilité de l'homme. De plus, le traitement psychanalytique ne serait pas accompli par le malade dans le but de guérir, mais dans celui de se persuader qu'il est inguérissable. Cela est préférable à la guérison, puisque guérir serait changer, et le changement effraie. Si la thérapie psychanalytique est une preuve de mauvaise foi et de mauvaise volonté, c'est aussi parce que l'individu décide de l'issue de la thérapie avant même son achèvement. Donc celui qui ne va pas jusqu'au bout a déjà décidé de ne pas l'achever, mais va se convaincre qu'il aura tenté de faire quelque chose pour guérir. Passons maintenant à la liberté. La liberté se définit par l'absence de contraintes, le fait de pouvoir faire ce que l'on veut, de faire ses choix quand nous avons plusieurs options. Étymologiquement, le terme liberté provient du latin liber, qui signifie l'homme libre, donc par définition celui qui n'est pas un esclave. La contrainte est une pression physique ou morale qui s'exerce contre la volonté d'un individu pour le faire agir différemment de ses plans initiaux. Et le désir est une passion soudaine que l'on éprouve pour un objet auquel on peut, ou non, résister. Pour John Locke, l'État limite notre liberté d'action tout en la garantissant. Cela signifie que les règles, les lois qui nous empêchent de faire tout ce que l'on veut, empêchent également les autres citoyens d'empiéter sur notre liberté. En d'autres termes, c'est grâce à cela que ce n'est pas la loi du plus fort qui règne. Autrement, si on avait tous la liberté totale, absolue, de faire ce que l'on voulait, les plus forts empiéteraient sur les libertés des plus faibles. C'est grâce à la loi que nos libertés peuvent cohabiter et ne s'opposent pas.
Je cite, « Là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de liberté. Car la liberté consiste à être exempt de gêne et de violence de la part d'autrui, ce qui ne saurait se trouver là où il n'y a point de loi, » écrit John Locke. Cela signifie que sans les lois, il n'y aurait pas de liberté. En effet, la liberté, nous l'avons vu, c'est le fait de pouvoir agir sans contrainte. Mais Locke précise aussi que la liberté, c'est le fait de ne pas subir de contraintes de la part des autres. Donc, pour que personne n'entrave ma liberté et ne me contraigne par la force, les lois restreignent les libertés de tous, justement pour les préserver. C'est aussi l'idée de John Stuart Mill quand il écrit que la liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres. Cette citation lui étant attribuée. Pour Kant, c'est l'obéissance à la loi morale qui constitue notre liberté. En effet, l'homme doit obéir à toutes les lois justes, même à celles qui ne lui plaisent pas. Mais il est libre de ne pas se soumettre aux lois injustes, illégitimes. La liberté n'est donc pas la toute-puissance de la volonté en toutes circonstances, elle a des limites d'ordre moral. Par exemple, les lois raciales qui étaient en vigueur aux États-Unis lors de la ségrégation étaient illégitimes et injustes. Les personnes ayant opposé une résistance pacifique à ces lois étaient parfaitement dans leurs droits et ont ainsi exprimé leur liberté en obéissant à la loi morale. C'est pourquoi donc la liberté possède une vraie dimension morale. Pour Sartre, l'homme est libre parce qu'il n'est rien d'autre que ce qu'il se fait. Si l'existence précède l'essence, c'est parce que nous ne sommes pas prédéterminés. Il n'y a pas de destin. Je choisis qui je veux être. C'est cela qui distingue la nature humaine. Sa conscience fait de l'homme un être non déterminé par son instinct, qui peut donc se déterminer lui-même. C'est pourquoi l'idée de destin est une fausse excuse, mais une fausse excuse qui est rassurante, parce qu'elle nie la responsabilité de l'homme, qui est reliée à la liberté. En effet, l'homme est condamné à être libre, parce qu'il est libre de faire ses choix, qu'il est libre d'agir comme il le souhaite. Quelle est la conséquence ? Eh bien, il est responsable de tout ce qu'il fait. Pas de place pour les excuses, pas de place pour les tentatives de déresponsabilisation. Ce n'est pas de ma faute, je n'y peux rien. Sartre dira que tout cela, c'est de la mauvaise foi. L'homme ne peut pas justifier ses écarts vis-à-vis de la morale. La liberté de volonté, suis-je libre de vouloir ce que je veux ? Suis-je libre de choisir ce que je pense ? En d'autres termes, si j'ai telle opinion plutôt qu'une autre, est-ce parce que je suis libre d'avoir cette opinion ou est-ce parce que je suis déterminée à avoir cette opinion ? Eh bien, cela renvoie à l'opposition entre déterminisme et libre arbitre. Le libre arbitre est le fait d'être maître de ses propres choix. C'est le pouvoir de se déterminer soi-même sans être déterminé par rien, pour Marcel Conche. En d'autres termes, si tu veux quelque chose, tu le veux non pas parce que tu es influencé ou déterminé, mais simplement parce que tu en as envie. Pour Descartes, la liberté, c'est le fait de pouvoir faire une chose et ne la faire pas, c'est-à-dire d'être libre de décider de ce que l'on veut faire quand on est face à un choix, sans choisir parce que nous sommes contraints par quoi que ce soit. Et ce libre arbitre, évidemment, s'oppose au déterminisme. Le déterminisme, c'est le fait que l'homme n'est pas libre de ses choix. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc nous ne faisons pas de choix libres, notre volonté n'est pas libre, mais déterminée par notre éducation, par notre passé. Par exemple, c'est quelque chose que l'on retrouve beaucoup dans les œuvres de Zola. Les personnes de classe sociale basse n'atteindront jamais une classe sociale élevée. Ils sont condamnés à rester pauvres et misérables toute leur vie. Ils sont donc en proie au déterminisme. Dans son dialogue Gorgias, Platon présente la pensée de Calliclès. Pour ce dernier, la liberté se définit par la capacité à satisfaire tous nos désirs. L'homme qui est libre a la possibilité d'obtenir ce qu'il désire. Mais dans le Gorgias, Platon va aussi mettre en scène la figure de Socrate, pour que celui-ci émette des objections à cette conception. Pour Socrate, cette approche de la liberté par Calliclès est erronée, puisqu'elle ferait de l'homme un esclave de ses désirs. Il en serait dépendant. L'homme qui désire sans cesse est comme un tonneau percé. Il va chercher à remplir ce tonneau en satisfaisant ses désirs et en pensant qu'il faut le remplir entièrement pour être heureux, donc satisfaire tous ses désirs. Or, ce faisant, non seulement nous perdons notre liberté et nous devenons esclaves de nos désirs, mais en plus nous nous condamnons au malheur puisque c'est une quête qui est inatteignable. Socrate invite donc l'homme à se satisfaire de ce qu'il a. Parlons maintenant du bonheur.
Le bonheur se définit par un état de satisfaction prolongé et durable et s'oppose au plaisir et à la joie, qui sont des sentiments éphémères d'une satisfaction intense. Pour les stoïciens, il faut distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. C'est l'élément fondamental du stoïcisme, parce que l'on ne doit pas se laisser atteindre par ce qui ne dépend pas de nous. En d'autres termes, si quelque chose ne dépend pas de nous, a une cause externe à notre personne, eh bien nous n'avons pas le droit de la laisser nous affecter. Ce qui peut affecter notre bonheur, c'est seulement ce qui dépend de nous. Les stoïciens diront que l'homme sage est celui qui est heureux même sous la torture. En effet, ce que d'autres lui font subir à son corps, ne dépend pas de lui. Il ne laisse donc pas cela l'affecter ni nuire à son bonheur. Pour Épicure et les épicuriens, le bonheur est accessible à tous. En effet, c'est le fait de ne pas avoir l'esprit agité ni le corps souffrant. Donc si nous n'avons pas de douleur corporelle et si nous ne ressentons pas d'angoisse terrible, eh bien par définition, nous sommes heureux. Le bonheur est difficile à atteindre parce que l'homme ne sait pas véritablement ce qui peut le rendre heureux. En effet, c'est ce que souligne Aristote. Ceux qui sont pauvres pensent qu'être riche les rendra heureux, ceux qui sont malades pensent que retrouver la santé les rendra heureux, etc. Le bonheur, c'est réussir à combler un manque, et ce manque peut varier non seulement selon les individus, mais également selon les jours, pour le même individu. C'est pourquoi il est difficile de définir le bonheur, et il peut aussi être difficile pour un homme de savoir ce qu'il lui faut pour atteindre le bonheur. L'homme ne doit pas confondre plaisir et bonheur en revanche. Le plaisir ne le conduira pas nécessairement au bonheur parce qu'il est éphémère et renvoie à notre instinct animal. Pour Pascal, le bonheur est le but de l'homme. Tous les hommes recherchent d'être heureux, cela est sans exception. Quelques différents moyens qu'ils y emploient, ils tendent tous à ce but. Mais ce but est inatteignable puisque l'homme se condamne lui-même au malheur. En effet, il ne pense jamais au temps présent, il se préoccupe toujours du passé ou du futur, c'est-à-dire de deux temporalités qui n'existent plus ou pas encore. Il s'imagine un futur radieux et heureux, au lieu d'améliorer son présent pour être encore plus épanoui. Sauf qu'il n'a aucune assurance d'arriver à cet avenir, parce qu'il est incertain et lointain. Ce qui condamne l'homme au malheur, c'est aussi la conscience qu'il a de sa finitude. Il est le seul être vivant qui sait qu'il va mourir. C'est dans cette perspective qu'il s'adonne au divertissement, au sens de se détourner de quelque chose. Ici, c'est un leurre, il se change les idées pour se détourner de son angoisse existentielle, qui est la suivante: l'homme est un être mortel. Pour la philosophie utilitariste, il est moral de chercher le bonheur puisque le but suprême est que le plus grand nombre d'hommes l'atteignent. Mais pour atteindre ce bonheur, il ne faut pas être égoïste ni autocentré. Il ne faut pas agir contre l'intérêt des autres, mais dans l'intérêt des autres, et agir de sorte à ce que les conséquences de nos actes soient le plus bénéfiques possible pour la société. Pour Schopenhauer, le bonheur est rarement atteint par les hommes, même s'ils le cherchent tous. En effet, nous désirons sans cesse quelque chose de nouveau, et nous souffrons parce que ce désir n'est pas satisfait. Et quand nous satisfaisons enfin notre désir, nous nous lassons rapidement et avons d'autres désirs qui se surajoutent. Je cite: la vie oscille comme un pendule de la souffrance à l'ennui. C'est pourquoi le bonheur ne doit pas être le but de la vie. Le vrai sage ne cherche pas le bonheur. Parlons maintenant de John Stuart Mill. Les hommes ne recherchent pas forcément le bonheur pour lui, parce qu'ils ne sont pas prêts à faire certains compromis qui pourraient les rendre heureux. Ils préfèrent garder leur intelligence et leur raison et être malheureux, plutôt que d'être changés en une espèce moins évoluée mais heureuse, ou même plutôt que d'être ignorants et heureux. Je le cite: il vaut mieux être Socrate insatisfait qu'un imbécile satisfait. Pour Descartes, la recherche du bonheur peut nous apporter le malheur, parce que le bonheur est éphémère et illusoire. C'est pourquoi il faut rechercher la vérité plus que le bonheur, parce qu'elle nous apporte une plus grande satisfaction. Parlons maintenant du temps. Saint Augustin va aussi souligner le fait que le présent n'est qu'un très bref instant de transition entre le futur et le passé. Le passé n'existe plus, il n'est qu'un souvenir, et le présent est ambivalent. Il est le seul temps qui existe réellement, mais il devient immédiatement du passé à la seconde où l'instant passe. En effet, au moment où vous lisez cette ligne, elle appartient au présent, mais maintenant que vous l'avez presque terminée, le moment où vous avez lu le début de cette phrase appartient au passé. Le présent est donc ambigu, puisque c'est le seul temps qui existe vraiment, puisque le passé n'existe plus
et le futur n'existe pas encore, mais il est aussi extrêmement éphémère. À peine est-il d'actualité qu'il a déjà basculé dans le passé. Et quant au futur, il n'existera jamais, ce n'est qu'une projection. On n'a aucune certitude d'y parvenir, et si on y parvient, à la seconde où il a lieu, il n'est plus du futur, mais bel et bien du présent. Bergson va souligner les différentes temporalités existantes. Il y a une opposition entre le temps objectif, qui est le temps tel qu'il existe objectivement, c'est-à-dire les heures, les minutes, les années, les saisons, ce qu'on appelle le temps des horloges, qui s'écoule toujours de la même manière, et le temps subjectif, qui est le temps tel qu'on le perçoit. En maths, par exemple, quand on regarde sa montre, il est 13h54, et si on la regarde 5 minutes plus tard, il est 13h55. Le temps passe lentement parce qu'on s'ennuie. On a l'impression que 5 minutes de maths sont passées tant le temps est long. Alors que si nous sommes en soirée avec nos amis, si nous regardons notre montre à minuit et qu'on la regarde 5 minutes plus tard, il est 2 heures du matin, parce que nous nous amusons, donc nous ne voyons pas le temps passer. Le temps subjectif, Bergson le nomme durée. L'homme ne vit pas le temps objectif, le temps des horloges, parce qu'il le perçoit de manière personnelle et subjective. Il ne vit que le temps tel que celui-ci est envisagé par la conscience. Et cette durée est détachée de la science, puisqu'elle est différente pour chacun de nous selon les circonstances. Celui qui s'ennuie a l'impression que le temps est long, et celui qui s'amuse va le trouver rapide. Héraclite montre que le temps est très difficile à cerner. L'homme ne peut l'impacter ni le transformer. Au contraire, c'est lui qui impacte l'homme. Le temps est un enfant qui joue en déplaçant des pions. L'homme n'est donc qu'un pion déplacé par le temps à sa guise. Ainsi, par exemple, le temps fait vieillir l'homme sans que celui-ci ne puisse faire quoi que ce soit pour s'y opposer ou pour l'en empêcher. Pour Descartes, l'avenir est une promesse de bonheur, d'optimisme pour l'homme. Son esprit est tourné vers l'avenir et le problème est le suivant, le temps présent est pourtant le seul qui compte. Et à ce titre, il est intéressant de mentionner le rôle de la religion. Elle est aussi utilisée comme un moyen de se rassurer face à la mort et persuade le fidèle que son âme est immortelle. Elle permet de lutter contre l'angoisse existentielle du temps qui passe de manière irrémédiable. Pour Sénèque, au contraire, l'homme a une certaine maîtrise du temps. Le temps seul est à nous. Cela signifie que l'homme peut faire ce qu'il veut du temps dont il dispose, et s'il l'exploite bien, il ne le perd pas. Il ne s'agit pas d'angoisser face à sa finitude, ni de déplorer le caractère irrémédiable du temps, mais bien d'en tirer parti en profitant. D'ailleurs, il est aussi possible pour lui d'avoir une maîtrise d'autres temporalités que le présent. En effet, même s'il oublie une grande partie de son passé, sa mémoire lui permet d'avoir une certaine maîtrise de celui-ci. Et à plus large échelle, la mémoire permet d'entretenir le souvenir d'événements historiques, ce qui permet à l'homme d'avoir une histoire et de savoir d'où il vient. La mémoire est donc le propre de l'homme, ce qui lui permet de savoir qui il est, du point de vue individuel, mais aussi du point de vue historique. C'est ce qui constitue l'essence de l'humanité. C'est d'ailleurs dans cette perspective que Benjamin affirme que la mémoire permet de rendre actuels certains moments du passé. Ce n'est pas parce que le passé historique est révolu qu'il a disparu. En effet, il peut être par exemple une source d'inspiration ou un modèle, ou alors un contre-exemple d'erreur à ne surtout pas reproduire. Parlons maintenant du langage. Le langage désigne tout système de signes ayant pour fonction de transmettre un message. L'ineffable, c'est ce qu'on ne peut exprimer par des mots, c'est ce qui va dépasser le langage. Pour Isocrate, la parole est la faculté naturelle qui distingue l'homme de l'animal. Le langage parlé est donc ce qui distingue l'homme de l'animal et la parole est indispensable pour constituer l'homme. Pour Montaigne, les animaux ont un langage. Nous ne sommes juste pas capables de le comprendre parce que nous ne le comprenons pas forcément tous les signes qu'ils émettent. Et pourtant, il y a bel et bien une forme de communication entre les animaux et entre l'homme et les autres animaux. Aristote va distinguer la voix et le langage. La voix permettant l'expression est un attribut dont disposent aussi les animaux, mais seul l'homme possède le langage. C'est pour cela que l'homme est un animal politique. Le langage lui permet de se constituer en société parce qu'il rend possible discussion, délibération, débat, etc. Pour Hegel, vouloir penser sans les mots, c'est une tentative insensée. Le mot donne à la pensée son existence la plus haute et la plus vraie. Le langage permet de penser, mais aussi de retranscrire ce que l'on pense, de l'exprimer, sans qu'il y ait un écart entre la pensée et la parole.
Une pensée non formulée à l'aide de mots est une pensée qui n'existe pas. On ne peut pas penser en dehors du langage, puisque la pensée dépend du langage. Croire que l'ineffable existe est une erreur, puisque ce n'est que la pensée obscure, c'est-à-dire que l'individu qui n'arrive pas à mettre des mots sur ce qu'il pense et ne fait pas l'effort d'exprimer clairement sa pensée, serait en proie à la pensée obscure. Pour Bergson, il y a un écart infini entre les mots et les sentiments, puisque les sentiments sont personnels, contrairement aux mots qui sont impersonnels. La pensée demeure incommensurable avec le langage. Cela signifie que le langage ne peut retranscrire la pensée profonde de manière fidèle. Étudions maintenant la raison. La raison est la capacité de l'homme à rationaliser, c'est-à-dire à réfléchir sur un phénomène afin de le rendre compréhensible et explicable. L'étymologie de raison est ratio, c'est-à-dire le calcul. D'emblée, on comprend que la raison a une dimension qui est logique, qui est mathématique. Pour Descartes, l'homme possède la raison et c'est ce qui le distingue des animaux, tout en établissant sa supériorité. Les animaux, en effet, se distinguent par leur corporalité et ont un fonctionnement similaire aux machines. Ils n'agissent pas grâce à leur réflexion, mais par instinct, comme s'ils étaient programmés. Au contraire, l'homme témoigne de son intelligence grâce à la parole, qui prouve qu'il dispose de la raison. La raison est donc le propre de l'homme pour Descartes. Et pour lui, ce qui caractérise quelqu'un de raisonnable, c'est le fait également qu'il respecte la morale. Mais l'homme peut également perdre la raison, c'est-à-dire basculer dans la folie, en utilisant son intelligence au service de buts immoraux. C'est par exemple dans cette perspective que s'inscrivent la construction des camps de concentration et d'extermination, ainsi que leurs différents systèmes de mise à mort massive. Pour Aristote, la raison doit répondre à certains critères qui lui permettent d'emblée de rejeter ce qui est incohérent, erroné, irrationnel. Ces critères sont le principe d'identité, de non-contradiction et de tiers exclus. Une chose ne peut pas être autre chose à la fois, une chose ne peut pas posséder deux caractéristiques contraires qui se contredisent, et une chose et son contraire ne peuvent pas être vraies ou fausses en même temps. Par exemple, un homme ne peut pas être un loup, un homme ne peut pas être petit et grand à la fois. Il est impossible qu'un même attribut appartienne et n'appartienne pas en même temps et sous le même rapport à une même chose. Parlons maintenant de Descartes, pour qui la raison est la faculté de l'esprit à discerner le vrai du faux. Conduire sa raison nécessite une méthode, c'est-à-dire un cheminement qui suit un certain nombre d'étapes logiques et de règles pour arriver à un résultat. Descartes veut éradiquer toutes ces anciennes opinions non fondées, non certaines. Seule la raison peut conduire la science vers la vérité. Alors il faut rejeter tout fondement incertain de la connaissance, toute opinion qui va contre la vérité. C'est pourquoi il faut douter de toute opinion et de toute incertitude, et c'est ce qu'on appelle le doute méthodique. Pour Kant, la raison ne doit pas s'appuyer sur des préjugés, qui sont des croyances communes non prouvées. Elle doit faire l'effort de se confronter à ce qu'elle veut étudier, à ce qu'elle veut comprendre, même si c'est difficile. Se conformer aux préjugés est une preuve de passivité de l'esprit, qui est contre la condition humaine, car l'homme est un être raisonnable. Pour Pascal, la dernière démarche de la raison est de reconnaître qu'il y a une infinité de choses qui la surpassent. Cela signifie que l'aboutissement de la raison, sa plus haute forme, consiste à reconnaître ses limites. Elle ne peut pas tout connaître, même si paradoxalement elle le voudrait et tente de le faire, elle doit rester modeste et ne pas céder aux pulsions d'orgueil. Pour Kant, la raison se contredit quand elle veut connaître ce qui la dépasse. On peut penser au-delà de l'expérience, mais on ne peut pas connaître ce qui se passe au-delà de l'expérience. Dès lors, ce ne sont que des hypothèses ou encore des croyances. Pour Pascal, en plus de son incapacité à tout connaître, la raison possède une limite, sa faiblesse face à la puissance de l'imagination. En effet, elle fait de l'homme un être fort, puissant, courageux, conscient. Mais si ce dernier s'imagine quelque chose, la raison ne pourra pas lutter. C'est la peur, l'horreur qui l'emporte. Par exemple, Pascal évoque le plus grand philosophe du monde qui se retrouverait sur des planches assez larges pour être assuré de ne pas tomber. Mais si sous ces planches se trouve un précipice, il va se laisser emporter par son imagination qui va lui faire penser qu'il va tomber et mourir, et là réside donc la faiblesse de la raison face à l'imagination. Parlons maintenant de la vérité. La vérité se définit par l'adéquation entre nos jugements et la réalité. Elle est objective et universelle.
Le scepticisme, c'est le doute hyperbolique, exagéré, c'est le fait de douter de tout. Le syllogisme est un raisonnement consistant à mettre en parallèle une proposition avec une autre et à tirer une conclusion. Cette conclusion peut s'avérer erronée si la première proposition est fausse. Le syllogisme le plus connu est le suivant. Tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Nous pouvons penser en premier lieu à l'allégorie de la caverne de Platon. C'est un texte imagé qui est très connu, dans lequel Platon explique comment atteindre la vérité. Dans ce texte, des prisonniers se trouvent dans une caverne. Ils sont le symbole de la condition humaine. La caverne symbolise l'étroitesse d'esprit, et les chaînes attachées aux hommes les empêchent de prendre du recul. L'apprentissage de la philosophie est une libération contraignante, douloureuse, mais qui permet de découvrir la réalité. Le philosophe force à regarder la vérité en face, et ce n'est qu'en philosophant qu'on sort de la caverne pour atteindre cette vérité. Pour Alain, il y a deux types de doutes. Le doute triste, on s'est trompé ou on a été trompé, c'est un doute forcé qui naît d'un état de faiblesse de la part de celui qui doute, et le doute qui examine un état de l'esprit, c'est le sel de l'esprit, c'est-à-dire qu'on examine sans préjugés afin d'atteindre une vérité. Alain invite donc à douter pour examiner un état de l'esprit, de la raison. Ce n'est pas une faiblesse, mais au contraire c'est une force, parce que cette forme de doute permet à l'individu de rejeter les opinions pouvant induire en erreur ou encore éloigner de la vérité. Pourtant, le doute contient quand même un risque. Si nous souhaitons sans cesse vérifier tout ce qui est établi, toutes nos connaissances, nous sommes condamnés à constamment remonter vers les causes premières. Sauf qu'arrive un moment où l'esprit humain atteint ses limites. Il ne peut pas tout prouver, tout connaître. Donc tout remettre en question risquerait de nous éloigner de la vérité au lieu de nous en rapprocher. C'est pourquoi, pour Wittgenstein, le doute peut faire obstacle à la recherche de la vérité, parce qu'il est impossible de vérifier les fondements de toutes nos croyances. Par exemple, il faudrait pour ce faire remonter aux origines du monde, mais il est impossible de vérifier la théorie du Big Bang. Dans son œuvre Le Théétète, Platon va donner la parole à Socrate. Ce dernier va critiquer la conception qu'a Protagoras de la vérité. Pour Protagoras, la vérité est relative. Cela signifie que chaque être vivant qui a la perception et la sensation accède à la vérité. Une vérité qui lui est propre et subjective. Protagoras met en valeur le fait que sensation et perception engendrent une connaissance, une vérité, juste et subjective. Autrement dit, il n'y aurait pas une seule vérité objective, mais il y aurait autant de vérités qu'il y a d'êtres vivants. Chacun a son opinion, et son opinion est vraie. Mais Socrate va venir dénoncer cette conception de Protagoras en la ridiculisant, et voici les objections qu'il propose. Premièrement, si sensation et perception engendrent une connaissance, alors l'homme n'est pas à la mesure de toute chose. Ce peut être le babouin ou le porc qui peuvent mesurer le monde. Deuxièmement, Protagoras se place en tant qu'enseignant, comme sage, sauf qu'un enseignant, par définition, détient des vérités qu'il va transmettre à ses élèves. Donc il se contredit puisque sa conception de la vérité implique qu'elle soit relative et que chacun possède la sienne, qui ne peut être réfutée, et personne ne va abandonner ses conceptions pour rejoindre celles d'autrui. Troisièmement, tout dialogue serait inutile puisque chacun aurait raison tout en ayant une opinion différente de celle des autres. Faut-il toujours dire la vérité ? Eh bien pour Kant, oui, sans tenir compte des circonstances, car ne pas dire la vérité, mentir, reviendrait à accepter que tout mensonge devienne acceptable moralement. Il ne peut pas y avoir d'exception. Par exemple, si on cache un innocent et qu'un meurtrier frappe à notre porte, il faudrait lui dire la vérité. Si on ment, le meurtrier tuerait un autre innocent, et ce serait de notre faute. Ou alors, si on lui dit qu'on ne cache personne et que l'homme s'est échappé de chez nous sans qu'on ne le sache, le meurtrier pourrait se diriger vers lui sans le savoir en repartant de chez nous, et l'innocent serait donc tué par notre faute. La vérité est-elle relative à une époque ? Eh bien, la science est évolutive. Thomas Kuhn le souligne. Certaines théories établies comme vraies sont prouvées fausses des années, des siècles plus tard, parce que les moyens scientifiques et techniques ont évolué, donc l'homme est capable de perfectionner et de peaufiner ses expériences. Les révolutions scientifiques permettent à la science de progresser en mettant en relief les erreurs passées et en les corrigeant. Mais cela pose un problème. La vérité en science dépendrait de l'époque, parce qu'une théorie scientifique prouvée comme étant vraie pourra être prouvée comme étant fausse des années plus tard.
Et d'ailleurs, en parlant de la science, étudions maintenant cette notion. La science désigne l'ensemble de connaissances objectives établies grâce à la raison et à l'expérience. L'opinion est l'idée que l'on se fait de quelque chose, sans nécessité de preuves. L'empirisme est une méthode scientifique consistant à s'appuyer sur l'expérience pour parvenir à une vérité. La déduction, c'est le fait de partir d'un fait général pour en tirer une conclusion ciblée. L'induction, c'est le fait de partir de remarques ciblées pour en tirer une conclusion qui va être générale. Auguste Comte et son mouvement scientifique du positivisme avancent l'idée que l'homme s'achemine vers un progrès certain. Chaque société humaine, historiquement parlant, conduit les hommes vers la science. Tout d'abord, les hommes passent par l'état théologique. Ils utilisent Dieu comme explication de toute chose qui se produit. Puis par l'état métaphysique. Cette fois-ci, c'est la nature qui est utilisée comme justification. Enfin, par l'état scientifique. C'est grâce aux vérités scientifiquement établies que l'on peut expliquer précisément un phénomène. Karl Hempel, élément d'épistémologie. Il va raconter le cheminement parcouru par Semmelweis afin de résoudre l'énigme de la fièvre puerpérale. Dans une unité d'un hôpital, le nombre de femmes décédant de cette maladie lors de l'accouchement est extrêmement élevé. Dans la seconde unité, il est bien plus faible. Le docteur Semmelweis cherche alors une explication et effectue diverses expériences, certaines étant même absurdes. Il force le prêtre à changer de couloir pour ne pas effrayer les femmes. Mais la solution est trouvée suite à un incident. Un étudiant entaille gravement le doigt d'un médecin après avoir opéré un cadavre en salle d'anatomie. Ce médecin présente les mêmes symptômes que les femmes malades. Semmelweis en conclut alors qu'un élément infectieux se trouve sur les corps examinés et que ceux qui soignent les femmes après avoir disséqué les cadavres leur transmettaient cette infection. Il eut la confirmation de son hypothèse en constatant qu'en se lavant bien les mains avec une solution détruisant les corps infectieux, la maladie connut une baisse drastique. Pour atteindre une vérité scientifique, il faut donc la prouver grâce à l'expérience. Et si souvent en science, la raison précède l'expérience, c'est-à-dire que d'abord on pense à une expérience et ensuite on la vérifie, eh bien parfois, une expérience involontaire due au hasard a d'abord lieu et fait émerger une théorie chez le scientifique grâce à sa raison. C'est ce que l'on retrouve avec Louis Pasteur, célèbre pour avoir mis au point un vaccin contre la rage suite à une découverte faite par hasard. En effet, après maintes expériences non concluantes, il laisse un échantillon de rage contenu dans la moelle épinière d'un lapin dans son atelier et s'isole quelques jours. Quand il revient, il trouve la maladie affaiblie, ce qu'il cherchait à faire depuis des mois. Il a ainsi trouvé la solution pour créer le vaccin sans le faire exprès. Alors bien sûr, il n'a pas créé le vaccin par chance, par hasard, mais ce constat initial a conduit sa raison à créer d'autres expériences afin de vérifier son hypothèse. Pour atteindre la vérité, la science doit donc se fonder sur l'expérience, l'empirisme. C'est ce que souligne Claude Bernard. Mais celui-ci rajoute un critère. L'expérience doit être guidée par la raison. Le scientifique qui effectue une expérience ne le fait jamais gratuitement. Il vérifie toujours une théorie. Il y a donc deux opérations à considérer dans une expérience. La première consiste à préméditer et à réaliser les conditions de l'expérience. La deuxième consiste à constater les résultats de l'expérience. Il n'est pas possible de réaliser une expérience sans une idée préconçue. Instituer une expérience, avons-nous dit, c'est poser une question. On ne conçoit jamais une question sans l'idée qui sollicite la réponse. Pour Karl Popper, une théorie scientifique doit être falsifiable, c'est-à-dire réfutable, pour se prétendre science de manière légitime. Pour qu'un énoncé soit considéré comme un énoncé scientifique, il faut que celui-ci puisse être réfutable par une expérience. Paradoxalement, il faut donc pouvoir prouver que cette théorie est fausse si elle l'est, pour établir sa scientificité. Cela signifie que si la théorie est vraie, elle ne sera pas faussée. Mais si cette théorie est fausse, on doit pouvoir s'en rendre compte grâce à une expérience. Si on ne peut pas mettre en place les conditions de l'expérience permettant de prouver qu'une théorie est fausse si elle l'est, alors la théorie n'est pas scientifique puisqu'elle n'est pas vérifiable, puisqu'elle n'est pas falsifiable. Et si une théorie est réfutée, ce n'est pas un échec, mais un progrès, puisque cela nous dirige vers un progrès certain, puisque d'autres pistes plus proches de la vérité seront donc par la suite envisagées. Parlons maintenant de la religion. La religion, c'est l'ensemble de croyances, de rituels, de dogmes qui conduisent le rapport de l'homme à la divinité. Il y a deux étymologies possibles.
soit le latin religare qui signifie relier, la religion reliant l'homme à Dieu, soit le latin religere qui signifie recueillir. C'est complexe puisque la religion mélange plusieurs dimensions. Une dimension subjective, il s'agit d'un système organisé autour de croyances, et une dimension collective, il s'agit de l'ensemble d'individus regroupés autour de pratiques, qui créent une certaine cohésion. L'homme est mis en relation avec une entité jugée supérieure. La croyance et la foi montrent que nous n'avons pas besoin de preuves pour croire. La foi provient du latin fides qui signifie confiance. Donc le fidèle, c'est celui qui a la foi parce qu'il a confiance en Dieu. Et le dogme, c'est un préjugé. Parlons tout d'abord de Pascal. Pascal met en valeur le caractère incompatible de la raison et de la religion. La foi ne peut pas faire l'objet d'un raisonnement, le croyant n'a pas besoin de preuves, et la science ne peut pas être influencée par les croyances. Il faut donc séparer raison et religion. C'est pourquoi certains récits fondateurs peuvent sembler injustes, comme le récit du péché originel d'Adam et Ève. Dieu punirait tous les hommes pour une faute que seuls 2 d'entre eux ont accomplie. Mais Dieu n'est pas injuste. En réalité, cette contradiction est un mystère qui doit être accepté, parce qu'il est révélateur de notre condition d'être mortel, de roseau pensant. L'homme a un corps fragile, mais se caractérise par sa raison et sa conscience, comme nous l'avons déjà vu précédemment. Pour Russell, science et religion s'opposent en tant que la science repose sur des vérités prouvées et démontrées, alors que la religion repose sur une croyance non démontrée. De plus, la science est limitée. Elle ne peut pas tout connaître et certains savoirs tenus pour vrais seront falsifiés suite à des expériences plus poussées. Au contraire, la religion détient une vérité définitive et qui ne sera jamais remise en question. Averroès va mettre en valeur le fait que la foi et la raison sont toutes les deux des expressions de la vérité. Et si ces 2 vérités ont un avis contradictoire sur le même phénomène, il faut interpréter le texte sacré de telle sorte à ce qu'il s'accorde avec la raison. Donc, nous avons besoin de la raison pour interpréter le religieux. De plus, les philosophes des Lumières veulent rendre la religion rationnelle, en critiquant les dogmes absurdes. Voltaire veut fonder une morale universelle, débarrassée des dogmes irrationnels. Il ne s'agit pas de nier l'existence de Dieu, mais de rendre la religion plus rationnelle. L'homme aurait projeté des dieux aux caractéristiques humaines dans l'au-delà. Rousseau va mettre en valeur la chose suivante. Ce qui pose problème est la séparation entre raison et religion. C'est cela qui est à l'origine des conflits divisant les hommes. En effet, la nature témoigne de la toute-puissance de Dieu. L'homme n'a pas besoin d'intervenir et de chercher à transmettre un message divin qui ne ferait que dégrader Dieu en lui attribuant des passions humaines. La raison reconnaît que la nature est l'œuvre de Dieu et est un message divin. Quand l'homme cherche à s'immiscer dans ses révélations, il fait dire à Dieu ce qu'il veut, ce qui fait naître des contradictions et des différences entre les religions. Et cela occasionne donc des conflits. Alors que si l'homme écoute sa raison et ne s'immisce pas dans les messages divins, il n'y aurait qu'une seule religion, non conflictuelle, et ce serait celle du cœur, qui a la foi et qui croit. Pour Freud, la religion répond à un besoin psychologique de l'homme qui prend conscience de sa finitude. Mais c'est une illusion, car cela exprime simplement des désirs ressentis durant l'enfance, des désirs de protection, de justice et de donner un sens à son existence. Quand on est enfant, l'autorité paternelle suffit à satisfaire ses désirs, mais quand on grandit, on a besoin d'une figure ayant plus d'autorité pour répondre à ces derniers. Et il s'agit de Dieu. Pour Marx, si la religion est l'opium du peuple, c'est parce que le peuple a besoin d'une drogue qui prend la forme d'une croyance qui va l'endormir et le rassurer. L'endormir parce qu'ainsi, en leur faisant croire et espérer un monde meilleur après la mort, les capitalistes parviennent à contenir et empêcher les rébellions d'un peuple surexploité. Ils parviennent à leur faire tolérer et supporter leur situation actuelle. Le rassurer parce que le peuple a besoin d'une croyance pour être réconforté quant à un phénomène qu'il ne connaît pas et qui est source d'angoisse, la mort et ce qui se passe après. La religion est donc un réconfort illusoire, mais aussi un instrument pour la classe dominante qui l'utilise pour justifier les souffrances des prolétaires et leur faire miroiter un futur radieux. Faut-il croire en Dieu ? Eh bien, c'est une question à laquelle Pascal répond en avançant que nous ne pouvons pas prouver scientifiquement l'existence de Dieu. C'est le cœur qui sent Dieu et non la raison. Cela signifie que la croyance en Dieu repose sur un sentiment intérieur et non sur une preuve. Mais Pascal va déterminer la chose suivante. Il est plus rationnel de croire en Dieu
que de ne pas croire en Dieu. C'est le fameux pari de Pascal. Il est plus avantageux de croire en Dieu parce que s'il existe après la mort, nous obtenons notre salut. Et s'il n'existe pas, nous ne perdons rien. Inversement, si nous ne croyons pas en Dieu, après la mort, s'il existe, nous perdons tout espoir d'entrer au paradis, et s'il n'existe pas, nous ne gagnons rien. Mais des objections sont possibles. Si Dieu existe et qu'une personne croit par intérêt, alors Dieu le saura, car il est omniscient, et cette personne n'accédera pas au paradis. La méthode inductive est-elle scientifique? Eh bien non. Pour Francis Bacon, elle conclut de manière précaire, s'expose au risque d'une instance contradictoire et ne prend en vue que les choses familières sans déboucher sur rien. Cela signifie que l'induction ne permet pas une assez grande hauteur de vue pour parvenir à une conclusion générale, puisque certains éléments peuvent ne pas être repérés et falsifier cette conclusion. C'est ce que prouve Popper avec son exemple des signes. Si un homme ne voit que des signes blancs par induction, il tirera la conclusion que tous les signes sont blancs, alors que les signes noirs existent également, ce qui rend son résultat erroné. Parlons maintenant du devoir. Le devoir est une obligation, une action que l'homme doit faire en vertu d'une règle, mais il est libre de s'y soustraire. La contrainte, c'est quand il n'y a pas de possibilité de se soustraire, pas de liberté, on est obligé d'accomplir le devoir. La contrainte est une forme de violence physique qui s'exerce par la force. L'obligation, eh bien c'est quand le sujet consent à obéir, il n'est pas entravé ni forcé et il obéit librement. Le devoir a deux aspects, l'aspect moral et l'aspect juridique. Le devoir juridique implique le respect des règles, de lois, sous peine de sanction. Le devoir moral n'est pas tenu par une loi ni une règle. Il consiste à agir pour le bien. Ce qui les distingue est l'intention. Le devoir juridique oblige par peur de la sanction, alors que le devoir moral implique le total consentement du sujet. Le caractère obligatoire des devoirs moraux provient du respect de la religion. Les commandements religieux, par exemple, sont des devoirs envers autrui. Il y a un lien très fort entre le devoir moral et la religion qui est à l'origine de cette notion. C'est d'ailleurs ce que vont mettre en valeur certains philosophes. Pour Bergson, le lien entre le croyant et Dieu a une finalité morale. C'est un devoir social qui vise à réaliser une meilleure humanité. La religion serait le fondement de la morale. Mais Pierre Bayle rappelle qu'on ne peut pas dire que le croyant soit le seul à être moral. Le devoir moral aurait donc d'autres origines potentiellement. En outre, pour Nietzsche, la morale religieuse serait une pure invention des plus faibles face aux plus forts, afin de s'assurer que ces derniers ne représentent pas une menace trop puissante. En d'autres termes, parce que les plus faibles ne peuvent rien contre les plus forts, ils construisent une morale d'esclave, c'est-à-dire une morale qui va promettre une vie meilleure après la mort, en prônant une vie marquée par la faiblesse, ce qui va inciter les plus forts à ne pas user de leur force contre les plus faibles, tout en valorisant les plus faibles. C'est par exemple ce que l'on repère dans le christianisme, qui valorise la souffrance, le martyre, le sacrifice, la pauvreté. Pour Nietzsche, cette morale va contre la nature pour empêcher les plus faibles d'être soumis aux plus forts, alors même que c'est dans l'ordre naturel. Nietzsche, attention, ne va pas pour autant vouloir que les plus forts écrasent les plus faibles, mais il invite à la libération des normes sociales qui vont contre l'instinct naturel. Le respect du devoir provient également d'un instinct naturel de l'homme. C'est ce que souligne Rousseau. L'homme est naturellement bon. Dans l'état de nature, il se comporte bien. C'est la société qui le corrompt. Pourtant, Hobbes va s'opposer à ce point de vue. Pour lui, l'homme dans l'état de nature n'aurait pas de devoir à respecter. Les libertés seraient totales, donc personne n'agirait de façon morale. La vie en liberté implique de respecter des devoirs qui garantissent notre sécurité, mais aussi notre liberté, puisque ces devoirs juridiques comme moraux empêchent la loi du plus fort de régner, ainsi que les individus d'être constamment en conflit. Kant pense que la morale provient de la raison, c'est-à-dire que l'homme n'a pas besoin que des lois, des règles lui indiquent la marche à suivre ou comment se comporter. L'homme n'aurait besoin que d'utiliser sa raison pour le savoir. C'est pourquoi l'homme serait face à des impératifs catégoriques, dictés par sa raison, auxquels il ne doit pas déroger. Il faut souhaiter que tout le monde agisse comme nous, il ne faut pas utiliser les autres comme des moyens, et il faut agir comme si l'on voulait établir par nos actions une loi morale universelle. Si ces règles sont respectées, alors l'individu est moral. Hegel va plus loin. Pour lui, le caractère moral d'une action dépend de l'intention mais aussi du résultat et des conséquences. Si le résultat n'est pas à la hauteur, l'action n'est pas forcément morale. Chacun d'entre nous porte en lui la possibilité de faire le mal, et c'est à nous de lutter contre.
C'est la thèse d'Hannah Arendt qui utilise l'expression la banalité du mal durant le procès Eichmann en 1961 auquel elle assiste. En effet, pour elle, le totalitarisme peut changer un individu et le pousser à agir de manière meurtrière, sans même qu'il ne s'en rende compte. Cela ne justifie bien sûr en aucun cas les crimes commis. Cela montre simplement qu'en chaque homme peut se réaliser le mal. Le devoir moral doit alors intervenir pour contrer cette possibilité du mal et indiquer au sujet comment agir, comment être moral, si les lois sont immorales et injustes. Et cela permet de lutter contre le devoir juridique. Durant son procès, Eichmann n'a cessé de revendiquer n'avoir fait que son devoir de fonctionnaire. Faut-il donc systématiquement agir de manière conforme au devoir ? Eh bien non, comme le souligne l'exemple d'Eichmann. Il faut agir conformément à notre devoir moral parce que le devoir peut être néfaste. Et l'homme qui agit par devoir peut le faire non par morale, mais par peur de la sanction. C'est ce que souligne l'exemple de Glaucon, l'interlocuteur de Socrate dans la République de Platon. Ceux qui accomplissent leur devoir ne le font pas avec de bonnes intentions. Ce serait juste par peur de la sanction. Glaucon narre l'histoire de Gygès afin d'illustrer cela. Ce berger respecte tous les devoirs à la lettre, mais un jour il découvre un anneau qui le rend invisible et il s'en sert pour tuer le roi et séduire la reine. Cela montre que certains ne respectent le devoir que par peur de la sanction, et non par morale. Parlons maintenant de la justice. La justice est une vertu morale, c'est le fait de respecter la loi et l'égalité. La justice avec un J majuscule est l'institution qui fait respecter la loi. Le légal, c'est ce qui est autorisé par la loi, et le légitime, c'est ce qui est juste d'un point de vue moral. Ce qui est légal n'est pas forcément légitime, et ce qui est légitime n'est pas forcément légal. L'égalité est le fait de donner la même chose à tout le monde. L'équité est une justice proportionnelle compensant les inégalités et les différences. Le droit naturel sont les droits fondamentaux de l'homme inaliénables. Et le droit positif, ce sont les droits donnés aux hommes par les lois. Dans son sens antique, la justice est fondée sur l'ordre naturel à imiter. C'est ce que souligne le personnage de Calliclès dans le Gorgias de Platon. Les lois de la nature sont en réalité des rapports de force entre les faibles et les forts, parce que les forts parviennent à soumettre les plus faibles, ils ont donc davantage de pouvoir. Les lois positives seraient méprisables puisqu'elles consisteraient en une tentative de renverser cet ordre naturel qui semble légitime parce qu'on le retrouve dans la nature, chez les animaux, par exemple. Pour Pascal, la justice sans force est impuissante, et la force sans la justice est tyrannique. Il souligne le rapport entretenu par la justice et par la force. En effet, pour maintenir l'ordre et faire respecter les lois, la justice a besoin de la force. Et sans la force, la justice ne peut pas se faire respecter. Et sans justice, la force ne serait qu'une violence illégitime. Mais la justice est souvent faible et ne peut être que soumise à la force. C'est pourquoi la justice est en réalité souvent une force qui se fait passer pour justice. Pour Rousseau, la justice est assurée par les lois, qui sont faites pour l'intérêt général dans le cadre d'une démocratie. Je rappelle que démos est un terme grec signifiant le peuple et kratos, le pouvoir, donc démocratie veut dire le pouvoir au peuple. Les lois sont faites par le peuple et pour le peuple. Pour Hobbes, la justice existe grâce aux lois. Sans les lois, ce serait la guerre de tous contre tous parce que l'homme est un loup pour l'homme. Donc, être juste, ce serait obéir aux lois. Il faut équilibrer les pouvoirs. Tous les pouvoirs ne doivent pas se retrouver entre les mains d'une seule personne, sinon le pays basculerait dans un régime totalitaire, arbitraire, tyrannique. C'est ce que théorise Montesquieu en valorisant la séparation du pouvoir en 3 entités: le juridique, l'exécutif, le législatif. Si le pouvoir doit arrêter le pouvoir, c'est parce qu'il faut répartir les pouvoirs afin qu'ils ne soient pas donnés à une seule personne, ce qui serait extrêmement dangereux. Pour Aristote, la justice doit être distributive, c'est-à-dire que l'on doit faire en sorte que les hommes soient égaux en corrigeant les inégalités par l'équité. Dans ce cas, il s'agit d'effectuer les discriminations positives, c'est-à-dire de mettre en place des mesures correctrices pour favoriser les défavorisés. Pour John Rawls, les inégalités sont justes si les citoyens ont les mêmes droits et si elles profitent aux démunis. L'égalité n'est donc pas un idéal puisque ce serait l'équité qu'il faudrait rechercher. Pour Marx, il faut légitimer la révolte contre la justice si la justice est injuste. Autrement dit, si le légal n'est pas légitime, alors on doit se rebeller. Marx invitera les prolétaires à se révolter face aux bourgeois qui possèdent tous les moyens, toutes les ressources et qui les exploitent. Or,
C'est justement grâce aux prolétaires exploités que les bourgeois gagnent de l'argent. Pour Hannah Arendt, la désobéissance est criminelle si on transgresse pour son propre intérêt, alors qu'elle est légitime si on s'élève contre des lois illégitimes en revendiquant de manière concertée, rationnelle et pacifique. C'est la désobéissance civile. Pour Thoreau, il ne faut pas mener une révolution en cas d'injustice, mais refuser de se soumettre au pouvoir injuste, à la loi injuste. C'est la désobéissance civile, encore une fois. D'ailleurs, afin de montrer qu'il s'érigeait contre l'esclavage, Thoreau refuse de payer un impôt et passe pour cela une nuit en prison. Pour lui, la désobéissance civile n'est pas seulement un droit, c'est un devoir moral du citoyen. Parlons maintenant de l'État. L'État, c'est l'institution juridique unifiant et organisant une société sur un territoire. C'est un pouvoir permanent et pour tous. Pour Max Weber, l'État est la domination légale et rationnelle. Le pouvoir a 3 dimensions. Exécutif, c'est l'autorité chargée de faire appliquer les lois, de gérer les affaires courantes de l'État. Le législatif, c'est l'autorité chargée d'édicter les lois. Et le judiciaire, c'est l'autorité chargée de vérifier le bon rapport des lois et le bon respect des lois et de sanctionner les manquements. La démocratie est un régime politique qui se caractérise par la séparation des 3 pouvoirs et par le fait que le pouvoir provienne du peuple. Nous l'avons vu à travers l'étymologie demos kratos, le pouvoir au peuple. C'est le peuple qui choisit son représentant grâce au vote. Pour Hobbes, l'État est une puissance artificielle, toute puissante, créée par l'homme pour sa défense. Donc c'est une institution qui n'est pas innée, qui n'est pas naturelle, qui a tous les pouvoirs et qui est nécessaire pour protéger chacun. En effet, l'état de nature, c'est-à-dire quand l'homme vit sans société, sans loi, sans civilisation, est un état de guerre permanent. L'homme est un loup pour l'homme, je le rappelle, parce que c'est la loi du plus fort qui règne. En revanche, grâce à l'état de société, la paix est possible puisque tous les hommes se soumettent au pouvoir en place. L'autorité de l'État protège et préserve la société. Sans le glaive, les pactes ne sont que des mots. Il faut donc retenir de la pensée de Hobbes que l'État est légitime et nécessaire puisqu'elle a pour but d'éviter la guerre de tous contre tous et donc de pacifier la société. Mais le modèle proposé par Hobbes a des limites. En effet, il n'y a pas de réversibilité possible. L'individu qui cède tous ses droits et toutes ses libertés à l'État ne peut pas les récupérer. Cela peut encourager le despotisme, et si l'État est despotique, il n'est pas possible de sortir de ce totalitarisme puisqu'il n'y a aucune autorité suffisamment puissante pour le renverser. Rousseau s'oppose au point de vue de Hobbes. En effet, pour lui, l'état de nature, c'est-à-dire la vie de l'homme hors société, hors État, est le modèle à suivre parce que l'homme est naturellement bon et bienveillant, et c'est la société qui le corrompt. En d'autres termes, c'est l'État et ce sont les lois imposées qui rendent l'homme mauvais. Rousseau propose d'établir un contrat social entre les hommes. Chacun cède sa liberté et ses droits à la communauté, mais cela doit être réciproque afin de composer un seul et même corps dont chaque membre aurait le même poids. Pour Aristote, nous l'avons déjà vu, l'homme est un animal politique. La cité est l'aboutissement d'un processus spontané d'union des hommes entre eux pour former une société. Le langage prouve que l'homme a une prédisposition politique parce qu'il permet la compréhension, la discussion, la vie en société. La politique ne présuppose pas de compétences particulières, tout le monde peut gouverner. Pour Platon, en revanche, au contraire, la politique nécessite des compétences particulières, pas tout le monde peut gouverner. Platon s'oppose au principe de démocratie. Pour lui, on ne peut pas donner le pouvoir à n'importe qui, parce que les personnes les mieux disposées à gouverner sont les philosophes. C'est la thèse des philosophes rois. Les philosophes doivent être à la tête de l'État puisqu'ils prendront les décisions en vue du bien commun et non en vue de leur intérêt personnel. Parlons maintenant de la nature. La nature, c'est ce qui n'est pas fabriqué, pas transformé, pas créé par l'homme. C'est ce qui préexiste sans lui. C'est le milieu naturel dans lequel se développe la vie. L'étymologie du terme nature est le terme grec physis qui a donné le terme physique. La culture est l'ensemble de ce qui a été modifié, transformé, créé par l'homme. La nature humaine, c'est ce qui constitue l'homme, c'est l'essence de l'humanité. La physique est la science étudiant les propriétés de la matière et établissant les lois qui régissent les phénomènes observables. Platon, dans son œuvre Protagoras, va présenter le mythe de Prométhée. Épiméthée donne aux animaux des caractéristiques comme des griffes, des crocs, mais il ne reste plus rien aux hommes. Alors Prométhée va voler le feu aux dieux pour le leur donner. Donc l'homme est naturellement faible, fragile et a besoin d'une aide, d'un soutien pour survivre. C'est ce que représente le feu,
qui leur permet de maîtriser et de transformer la nature. Le cru peut être cuit, le feu peut aider à la création d'armes, etc. Sans la technique rendue possible par le feu, l'homme ne parviendrait ni à survivre, ni à se protéger. Lucrèce, dans De la nature des choses, va tenter de prouver que la nature peut être expliquée grâce à la raison. Autrement dit, les dieux n'ont pas tout créé. Il faut rassurer les hommes en leur montrant qu'ils peuvent avoir une certaine connaissance de la nature, tout ne découle pas des dieux. C'est à mettre en lien avec les épicuriens qui croient en l'existence des dieux, mais pas des mythes. Pour eux, ce ne sont pas les dieux qui ont tout inventé, tout créé, la nature a une existence indépendante de la création divine. Les mots ne sont pas des châtiments divins, mais simplement la preuve que la nature n'est pas pensée pour l'homme. C'est à lui de s'adapter à elle et à ses aléas en la transformant. Pour Aristote, la nature ne fait rien au hasard, rien sans raison. Si quelque chose n'est pas réussi, ce n'est pas à cause de la nature, elle ne l'a pas voulu ainsi, mais c'est un aléa qui serait dû au hasard. Tout ne se passe en effet pas forcément comme elle en a l'intention. Connaître la nature en connaissant ses lois, Descartes, les vérités mathématiques sont reliées au divin car elles ont été établies par Dieu. Les lois de la nature sont des lois mathématiques, donc des vérités, puisqu'elles découlent de Dieu. D'où le fait que la nature n'ait aucune faille. Mais si l'homme pense qu'elle en a, cela montre simplement qu'il l'interprète mal ou qu'il connaît mal l'ordre des choses. La connaissance de la physique peut nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Descartes insiste sur l'importance de la pratique. Il faut manipuler les objets scientifiques et naturels afin de les comprendre et de savoir les expliquer, pour pouvoir dominer la nature. Il faut donc diffuser ces connaissances pour les rendre accessibles à tous, mais pas toutes. Certaines connaissances doivent être gardées secrètes si elles vont contre la politique ou contre la religion, et donc si elles peuvent attirer des problèmes aux scientifiques. Cela n'est pas, bien sûr, sans rappeler la condamnation de Galilée suite à sa théorie sur l'héliocentrisme. John Stuart Mill met en relief le fait que l'homme et la nature sont plus souvent en opposition qu'en harmonie. C'est pourquoi quand l'homme réussit à dominer la nature, à la faire ployer pour en tirer quelque chose, cela doit être admiré puisque c'est un exploit. L'homme mérite d'être applaudi quand ce peu qu'il obtient dépasse ce qu'on pouvait espérer de sa faiblesse physique comparée à ses forces gigantesques. Ce faisant, l'auteur établit la supériorité de la nature sur l'homme et la faiblesse de l'homme comparée à la puissance de la nature. Le danger de la domination de la nature est de perdre sa nature humaine. C'est un risque souligné par Rousseau qui met en valeur le fait que l'usage démesuré de la technique rend l'homme dépendant de celle-ci. Il en perd donc sa nature humaine et devient faible, il perd sa liberté. Puisqu'alors qu'à l'état de nature il était capable de bien vivre sans artifice, lorsqu'il cède aux inventions techniques, il ne peut plus vivre sans. La technique, qui permet à l'homme la sortie de l'état de nature, le condamne donc à la perte de sa liberté et à la perte de son bonheur. Et d'ailleurs, en parlant de la technique représente les moyens permettant à l'homme de transformer la nature. Ces moyens peuvent être matériels, mais aussi intellectuels. Ils nécessitent un savoir-faire précis. L'étymologie est le terme grec techné, qui signifiant le moyen d'arriver à ses fins, en mobilisant l'homme. La culture est l'ensemble de ce qui a été transformé, modifié, créé par l'homme. L'outil est le prolongement du corps de l'homme, d'après Bergson. Pour Aristote, l'homme est fait pour la technique. Son corps, et plus particulièrement ses mains, lui permettent d'accomplir de grandes choses parce qu'il a l'intelligence nécessaire pour exploiter ses différentes possibilités. En effet, elles peuvent servir de griffes, de pinces. Contrairement aux animaux, l'homme peut s'adapter aux différentes situations, modifiant l'usage qu'il fait de ses mains, et non pas les animaux qui sont très très limités. L'homme transforme le monde grâce à son intelligence, d'après Descartes, on l'a vu, il est comme maître et possesseur de la nature. La technique lui permet d'avoir une forme de maîtrise et d'adapter le monde à ses besoins, à ses envies. Dans cette perspective, on peut affirmer avec Bergson que l'intelligence rend possible la fabrication technique. Et ce sont d'ailleurs les capacités techniques qui définissent l'homme. Et même si l'animal est capable de construire, lui aussi, l'homme possède une certaine supériorité puisque ses inventions techniques sont pensées, réfléchies, innovantes, contrairement aux constructions animales faites par des êtres guidés par l'instinct et non par la raison. Pour Michel Onfray, la technique fait peur uniquement à cause du manque de recul. En effet, la technique permet d'inventer et de perfectionner. Cette crainte est irrationnelle. Sans prise de risque, aucun progrès n'aurait été effectué. Par exemple, à ses débuts, l'électricité était considérée comme maléfique.
et les chemins de fer faisaient très peur. Les gens ne voulaient pas prendre le train. Pour Stéphane Foucart, nous ne connaissons pas les dangers réels de nos inventions. Nous ne dominons pas la nature et la technique n'est pas sûre. Par exemple, Fukushima en est la preuve. Cet accident est dû à une mauvaise utilisation de la technique dont on ne connaissait pas les dangers. Pour Rousseau, l'homme se condamne au malheur en se laissant guider par son ego quant à l'aménagement du monde. La nature est dénaturée, elle perd ses attributs, et tout cela à cause de l'orgueil de l'homme qui veut sans cesse faire plus grand et plus impressionnant. Pour Heidegger, il y a une technique moralement juste qui permet d'établir une harmonie entre l'homme et la nature. Par exemple, construire un pont pour traverser un fleuve, ce n'est pas négatif pour la nature. Elle n'est ni détruite, ni menacée par cette construction humaine. En revanche, la technique moderne est bien plus nocive. L'homme va transformer la nature de manière excessive en la détruisant, mais il ne peut pas détruire son environnement sans se détruire lui-même. La technique est donc moralement neutre, ce n'est pas d'elle qu'il faut avoir peur, mais de son utilisation, si elle est employée à mauvais escient. Par exemple, Léonard de Vinci a inventé des machines qui ont servi pour la guerre. Il était dépité d'en avoir été l'inventeur parce qu'il ne voulait pas qu'elles aient cette utilisation. Pour Lucien Sèvres, la technoscience, c'est la technique mise au profit de la logique du marché. La recherche scientifique est très coûteuse, alors les financements publics ne suffisent pas toujours. Donc la technique a recours à des financements privés qui lui imposent d'être rentable et rapide. La science et la technique sont au service du marché et du commerce, et c'est risqué. Pour Hans Jonas, nous devons faire attention aux conséquences de nos actes sur les générations futures. La technique qui vise un profit, la technoscience dénoncée par Lucien Sèvres, sans se soucier des conséquences, est une technique irresponsable. Il faut en effet utiliser la technique pour l'intérêt général. Parlons maintenant du travail. Le travail est souvent associé à un métier, à une rémunération, une utilité sociale. Il permet de faire vivre les individus et de leur donner une place dans la société. C'est à la fois une obligation sociale et une contrainte. Le travail est aussi une punition divine suite à un péché d'Adam et Ève. Le travail, c'est aussi l'action de transformer un matériau et le résultat de cette activité. Étymologiquement, le terme travail provient du latin tripalium signifiant travail, mais aussi torture. Est-ce donc si terrible de travailler? Ne faut-il pas s'en dispenser? Ou au contraire, est-ce que travailler, c'est ce qui fait de nous des hommes? Pour Hegel, le travail est subi par celui qui l'exerce. Puisque ce n'est pas un moment plaisant ni agréable, cela peut même être physiquement et mentalement éprouvant. Mais mieux vaut travailler que rester oisif, parce que le travail forme celui qui s'y adonne, aussi bien d'un point de vue intellectuel que manuel ou encore physique. Au contraire, celui qui ne travaille pas devient paresseux. Le travail permet d'atteindre la connaissance, et paradoxalement, le maître qui a des esclaves travaillant pour lui dépend de ceux-ci, plus que ces derniers ne dépendent de lui, parce qu'il a besoin de leurs compétences. Pour Kant, le travail est bénéfique et positif pour l'homme. Cela lui permet de ne pas rester paresseux, puisqu'au contraire, il en fait un devoir, donc cela le rend meilleur du point de vue de la morale. Pour Adam Smith, le travail apprend à l'homme à vivre en société, puisqu'un homme ne peut pas remplir toutes les tâches de toutes les professions tout seul. Il est obligé de travailler avec d'autres parce que la coopération est nécessaire, et c'est ce qu'il appelle la division du travail. Marx définit l'outil comme chose ou ensemble de choses que l'homme interpose entre lui et l'objet de son travail en tant que conducteur de son action. L'outil permet donc à l'homme de transformer la nature et lui permet donc de travailler. Ce qui fait de l'homme un homme, c'est le fait qu'il transforme la nature par le biais d'instruments qu'il a inventés et non en se servant de parties de son corps comme instrument. Enfin, le travail est aussi le résultat d'une intention consciente. L'homme prévisualise ce qu'il veut construire ou créer, alors que l'animal le fait instinctivement, sans en avoir l'intention. Pourtant, souligne Marx, le travail peut aussi déshumaniser. Lorsque l'ouvrier est déconsidéré, réduit à un élément d'une chaîne, à un mécanisme, à un simple moyen de s'enrichir. À ce titre, nous pouvons bien sûr penser au travail à la chaîne. Pour Marx, art et travail ont un lien très fort, puisqu'ils sont tous deux des manifestations de la culture. Le travail humain implique la transformation de la nature à partir d'une idée préconçue, et l'art est une production, une transformation de la nature. Gaston Berger parle de l'homme comme cet animal technique. Il n'y a pas d'opposition entre culture et technique. La technique n'est pas le propre de la science. Elle se manifeste dans l'art et dans le travail, en gros, dans toute action humaine. Il n'y a point de création sans technique. L'art est aussi un travail. Pour Alain, il ne faut pas distinguer l'artiste de l'artisan
Parce que même si l'œuvre n'a pas de but utilitaire, l'artiste est un artisan, c'est-à-dire un travailleur ancré dans la réalité et développant des savoir-faire. L'art est un travail dans la mesure où il implique l'intelligence technique de l'homme. Pour Hannah Arendt, le travail satisfait des besoins vitaux, contrairement à l'art. C'est un critère qui permet de les distinguer. De plus, le produit du travail est voué à la consommation ou à la destruction, or l'art est immortel, non consommable et à ne pas détruire. L'artiste créant une œuvre est libre, puisque comme cette œuvre ne sera pas consommée, l'art libère celui qui le pratique des tâches répétitives qui sont imposées. Et enfin, nous allons terminer par l'art. L'art est une production humaine, culturelle, le résultat d'un but conscient. Ce n'est pas un besoin vital, mais c'est un moyen d'expression à travers lequel l'homme se pense et se représente. L'esthétique provient du grec aesthesis, signifiant sentir, percevoir. C'est l'intérêt pour la beauté de l'art. Le sensible est le résultat d'une perception, d'une sensation. C'est personnel. C'est la manière dont on perçoit la chose, ce n'est pas la chose en elle-même. Et enfin, le génie est la disposition innée de l'esprit à produire quelque chose d'unique. Le génie sert de modèle et d'inspiration aux autres artistes. Dans sa critique de la raison pure, Kant dit « Le beau est ce qui plaît universellement et sans concept. Le jugement de goût n'est pas un jugement de connaissance puisque cela ne nous apprend rien sur l'objet. C'est un jugement de valeur, un jugement esthétique qui nous apporte une information sur celui qui regarde. Quand on dit c'est beau, on transmet une information sur ce qui nous plaît, plus que sur l'objet jugé plaisant. Donc on est face à un jugement subjectif. Mais lorsque je dis de quelque chose que c'est beau, je prétends que cette chose devrait plaire à tout le monde. Donc mon jugement subjectif devrait avoir une dimension universelle. Bourdieu, dans la distinction critique sociale du jugement, montre qu'en réalité, notre jugement dépend de notre éducation et de notre culture. Si nous avions grandi dans une autre société que la nôtre, peut-être que nous n'aurions pas eu la même opinion concernant la beauté d'une œuvre. L'histoire du beau est une histoire de la civilisation. Pour Platon, l'art, c'est la mimésis, c'est-à-dire l'imitation. Le peintre et le poète sont des illusionnistes. Ils ne livrent pas la chose même, mais sa représentation, ce qui fascine le spectateur. Mais cela consiste donc à représenter les choses et non leur vérité. Donc l'artiste n'imite que sa perception de la chose, il ne donne pas un accès authentique à la chose. Pline l'Ancien rapporte dans ses histoires naturelles l'histoire de Zeuxis, qui a peint des raisins de manière tellement réaliste que les oiseaux pensaient qu'il s'agissait de vrais fruits et venaient picorer sur son tableau, ne réalisant pas que c'était une représentation du fruit. Cette peinture a été faite à l'occasion d'un concours d'art entre Zeuxis et Parassus, consistant à imiter un objet de la manière la plus réaliste possible. Zeuxis, assuré de sa victoire, tend alors le bras pour tirer le rideau masquant le travail de son rival. Mais il se rend compte que le rideau était peint. Or, il était si semblable à la réalité que Zeuxis s'est laissé duper. L'art de Zeuxis a certes trompé les oiseaux, mais celui de Parassus a trompé un homme. Une œuvre d'art réussie serait donc une œuvre d'art qui imite le mieux possible la nature, allant jusqu'à se confondre avec elle. Pour Hegel, l'art est l'expression d'une vérité, car il a une signification. L'art doit être replacé dans son contexte historique et culturel. Il révèle le passé, il dépend d'un lieu précis, d'une époque précise. L'œuvre d'art exprime la subjectivité de l'artiste et l'esprit de son peuple. L'art est nécessaire parce qu'il incarne la vérité d'une époque et d'une société, donc, et qu'il répond aux besoins humains de se donner une représentation sensible. Mais l'art doit même dépasser cette simple représentation du réel pour représenter ce qu'on ne peut pas percevoir dans le réel. Comme l'écrit Paul Klee, l'art ne reproduit pas le visible, il rend visible. Cela signifie que l'art ne doit pas copier et imiter la réalité, mais révéler ce qu'on ne voit pas à l'œil nu. Par exemple, des émotions, des forces, des tensions, la sensibilité de l'artiste, etc. On peut opposer cette conception d'Hegel soulignant l'utilité et la nécessité de l'art à la thèse de Théophile Gautier. Pour qui l'art ne doit servir à rien, il ne doit avoir aucune utilité sociale. Il n'y a de vraiment beau que ce qui peut ne servir à rien. C'est la théorie de l'art pour l'art. Il s'agit de faire de l'art pour faire de l'art, et non en vue d'une quelconque utilité. Pour Nietzsche, la tendance à considérer l'artiste comme un génie vient de notre ignorance de son travail. C'est une manière de ne pas nous avouer nos faiblesses. L'homme n'est pas doué d'un talent inné, l'artiste est celui qui développe ses capacités grâce à son travail et à son implication. Afin de ne pas développer de la jalousie face à celui-ci, l'homme qui n'est pas artiste se convainc qu'il a un talent dont il ne dispose pas, et que c'est pour cela qu'il est incapable de faire la même chose, que ce n'est pas une faiblesse ou une incompétence de sa part.
Pour Kant, dans sa critique de la faculté de juger, ce qui fait le caractère si spécifique de l'art ne réside pas dans l'œuvre mais dans l'artiste. L'artiste se reconnaît par son caractère original et exemplaire. Le génie est la disposition innée de l'esprit par le truchement de laquelle la nature donne à l'art ses règles. Il produit ce dont on ne saurait donner aucune règle déterminée. Il doit donc produire des œuvres pouvant servir de modèle artistique, d'exemple, s'imposer comme un chef de file, en créant de nouvelles règles à suivre. Et c'est un génie dont le talent est inexplicable, inné, naturel, et ne découle pas totalement d'un apprentissage. Il a su s'en détacher pour créer une œuvre unique et originale. Alain, système des beaux-arts. Ce qui distingue l'artiste de l'artisan, c'est l'élaboration de l'idée. Chez l'artisan, l'idée de ce qui est à produire est élaborée avant que celui-ci ne produise quoi que ce soit. Elle va diriger la conception de l'objet et le précéder. En revanche, chez l'artiste, l'idée vient au fur et à mesure de la création de l'œuvre, voire même après. En ce qui concerne donc l'artiste, l'idée lui vient à mesure qu'il fait. Il serait même rigoureux de dire que l'idée lui vient ensuite, comme au spectateur, et qu'il est spectateur aussi de son œuvre en train de naître. Et c'est là le propre de l'artiste, il faut que le génie ait la grâce de la nature, et s'étonne lui-même. Et voilà, le cours est terminé. Je te dis bon courage et à bientôt pour de nouvelles vidéos.